changé. Hein. Les méthodes ont changé, la technologie a changé, Oui. mais on est toujours dans le même système. Oui, mais on a fait du progrès. Moi, on peut citer 1000 progrès. Vous vous rendez compte entre l'esclavage, entre les situations, c'est lent, c'est très très lent. C'est lent si dans une vie on n'a pas l'occasion d'assister à des grands progrès. Or, moi, je suis un peu âgé et j'ai assisté à des grands progrès dans ma vie. J'ai assisté, par exemple, à l'agonie du colonialisme. J'ai assisté au développement du féminisme en 1964. Ma femme a eu le droit d'avoir un chéquier. Vous n'y avez pas donné le droit quand même avant? Je lui ai donné le droit, mais c'était moi qui donnais le droit. Oui, je sais bien, c'est pour Mais on a fait des tas de progrès. Il faut en être conscient. Et puis rien n'est jamais acquis. Mais on a fait des tas de progrès. Et on en fait tout le temps, on en fait en ce moment l'air de rien. Voilà, il y a des régressions, il y a des 3 pas en avant, 2 pas en arrière, la règle. Mais on a fait de magnifiques progrès dans tout un tas de domaines. Faut-il parler de la médecine, de l'hygiène. En 1900, l'espérance de vie, elle était de 50 ans. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Jusque-là, ça va pas. Bon, ouais, moi aussi, bon, voilà, encore là. En 1900, c'est mort depuis 33 ans. Ça peut-être été un bien. Non, je crois que... Non. Moi, je suis un indécrottable optimiste. Nous luttons. Voilà. Nous luttons. Et on les fera chier jusqu'au bout. C'est la devise de Bourdieu. Hein, quand il était, je le disais tout à l'heure, quand il était sur son lit d'hôpital à la fin, il dit, il faut bien te reposer. Il dit non, je les ferai chier jusqu'au bout. Et c'est mon principe aussi. Voilà. D'autres questions? Oui. Je vais vous poser une question sur les armes. Oui, bonjour. Sur les armes aux États-Unis. Ah. Parce que, bon, en Europe, depuis le 16e, 17e, 18e jusqu'au 19e siècle, les gens disposaient d'un fusil pour se défendre peut-être contre les loups. Aux États-Unis, par contre, c'était des contrées sauvages qu'il fallait conquérir. Il y avait les Indiens qui étaient hostiles. Plutôt, oui. Et hostiles, effectivement, dans la mesure où, effectivement, d'autres venaient conquérir leur territoire. Ça existe, donc maintenant les Américains ont ce port d'armes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis opposé et j'ai fait des reportages là-dessus. On a effectivement parlé avec dans un grand magasin d'armement, c'est un reportage qu'on a rediffusé souvent, d'armement. On a rencontré des gens qui s'achetaient des armes et on a rencontré aussi des gens qui s'entraînaient sur des stands qui on a assisté à un moment assez drôle, c'était des enfants qui avaient offert à leur mamie pour son anniversaire un flingue pour se défendre et qui lui apprenait à tirer. Donc il mettait le casque, il lui apprenait à tirer. Qu'est-ce que disent les Américains qui ne sont pas forcément aussi stupides qu'on souhaiterait, nous autres Français? C'est que nous défendons... Nous nous défendrons contre la barbarie, puisque nous sommes, chacun de nous est armé, et alors que vous ferez avoir, vous êtes désarmés. Et c'est un argument qu'on peut entendre, sauf quand on regarde la réalité, quand on regarde le degré de criminalité dû à ces ports d'armes. Et voilà, je pense que c'est une attitude. Quand on voit le petit bonhomme avec son flingue qui va à la chasse au canard, là, qu'on a rencontré, ce gars. Voilà, je pense que je suis hostile, je suis opposé à ça. Oui, je me suis trouvé un jour chez mon oncle à Long Island, et les enfants avaient... Il avait une arme, mais ça s'est rangé. Non. Les gamins avaient... Leur ballon s'était échappé dans le jardin du voisin. Bon français, je suis allé chercher le ballon dans le jardin du voisin. Et quand je suis revenu, mon oncle m'a fait signe de venir. Il m'a dit, tu sais,
Il parlait très bien français. Et il me dit, tu sais, tu es rentré dans la propriété de quelqu'un. Tu n'as pas le droit aux États-Unis de rentrer dans la propriété de quelqu'un. Ici, on peut. Oui, oui. En Oh, France, bah, c'est formidable. C'est ici dans la région ou c'est... ils auraient pu sortir dans la façon de me dire, attention, tu étais en danger en rentrant dans sa propriété. Ah oui, Voilà. d'accord. Ouais, je suis opposé à ça. Vous voulez mon avis, c'est un avis assez simple. Oui, Bonsoir. Bonsoir. Moi, quand j'ai lu Warzine, j'ai été frappé par une contradiction, je crois, qui nous habite tous. À la fois, je crois que dans son livre, on démontre que la naissance des États-Unis est née d'un double génocide, enfin d'une violence absolument extraordinaire. Et à la fois, ce pays nous fascine. Et c'est là où Howard Zinn, tout au moins sa famille, vient se réfugier lorsqu'il subit les pogroms européens. Donc on a cette contradiction qui est, à mon avis, une tangente des États-Unis. On a du mal à se positionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai que ça a été une terre d'espoir, de refuge, pour beaucoup de... C'est vrai, tout à fait, ce que vous dites là, hein, qui fuyaient des malheurs, qui fuyaient des difficultés, sauf que c'était pas une terre sans peuple, hein, c'était peut-être des peuples sans terre qui arrivaient là, mais c'était pas une terre sans peuple. Et les relations qui sont établies avec ceux qui étaient là ont été assez fâcheuses et assez fâchées. Il y a des moments, mais c'est ce que raconte un peu la chute du film avec Cheney, où elle est Wampanoag, elle appartient. Wampanoag est à la fois descendante d'esclaves, et il y a eu des tribus par moment qui avaient réussi à garder des espaces qu'ils maîtrisaient et qui ont accueilli des esclaves. C'est ce que raconte Thanksgiving. Thanksgiving, c'était la première année où les pèlerins sont arrivés, c'est une légende, mais enfin, voilà, la première année, ils ont crevé de faim et de maladie. La seconde année, grâce au secours des Amérindiens, ils ont réussi à survivre. Et puis, à la fin de cette deuxième année, il y a eu une cérémonie d'action de grâce, en bouffant de la dinde, etc., tous ensemble, avec les autochtones. Donc on aurait pu aller là-dessus, on aurait pu effectivement, voilà, on aurait pu imaginer que certains, Israéliens s'entendent avec les Palestiniens. Pourquoi pas, ça aurait pu être possible dans une certaine mesure. Ça n'a pas été le cas. Et aux États-Unis, ça s'est très très mal passé, dans la mesure où les autochtones, comme vous le savez, ont été détruits alors pas tout à fait jusqu'au dernier, puisqu'il reste au moins Scheller à la fin. Non, ça s'est très très mal passé, cette histoire. Mais c'est vrai, ça a été... Alors la terre d'accueil, c'était pas forcément généreux, c'était une nécessité par rapport à ce capitalisme croissant, ce capitalisme industriel, qui résume les barons voleurs. Enfin, vous connaissez ce développement, qui est dans le film précédent, on évoque beaucoup et qui avait besoin de main-d'œuvre, qui avait besoin de toute cette population pour se développer comme il l'a fait. Et puis l'immigration, elle n'a pas été permanente jusqu'au bout. Il y a des moments où cette immigration a été bloquée, et notamment envers les Juifs qui fuyaient le nazisme, comme vous savez. Là, l'immigration n'a pas fonctionné. Donc c'est une immigration intéressée. Alors on peut dire que c'est généreux aussi. Mais ce qu'il faut quand même jamais oublier, c'est bien sûr, on regarde les États-Unis à la loupe, et ça nous intéresse beaucoup parce que ça fait modèle. Pour nous, c'est la grande référence culturelle des Français, etc. Mais c'est vrai que la plupart des nations, dans une histoire comme ça longue, ont des racines qui plongent dans le sang, dans le crime, dans le sang, dans la domination des voisins. C'est souvent assez dégueulasse le début. Et puis ça s'oublie peu à peu, ça se pardonne peu à peu.
on fait mine d'oublier. Donc les États-Unis n'ont pas le monopole de ce crime fondamental, de ces crimes fondamentaux. Voilà, mais ils sont toujours très très présents. C'est quand même très très présent, toujours dans ces sociétés. Donc, encore une fois, dans la mesure où c'est une société modèle qui fait référence, qui est hyper puissante, et voilà, qui a quand même une sale histoire. Souvenez-vous, si je ne sais pas les gens qui ont mon âge à peu près, quand on était gamin, on allait voir des films de cow-boys. Et les cow-boys, c'était les bons, c'était nous, c'était les blancs, c'était les costauds. Et puis les Indiens, c'était des salauds qui vous scalpaient, qui vous faisaient des tortures, voilà. Un peu comme les Arabes à la même époque. Hein? Les Arabes, c'est quelqu'un qui vous prenait par derrière et qui vous égorgeait. C'était le début de l'Algérie. Il y avait une analogie entre les deux. Vous parlez de progrès, on s'est quand même libéré de ça. On s'est libéré de ce colonialisme. On s'est plus ou moins libéré, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais oui, quand même, de ces visions-là. Voilà, je peux vous dire là-dessus. Oui. C'est Justine qui colle un peu ici. Ah oui, je vois là. Merci Justine, c'est ça. Oui, bonsoir et merci pour votre présence. Voilà, la question c'est est-ce que à l'heure actuelle aux États-Unis, les programmes d'histoire dans les lycées, Oui. disons, ont évolué vers cette reconnaissance justement, depuis que Howard Dean a fait ce bouquin, la reconnaissance au moins ce qui s'est passé par rapport aux Indiens, par rapport aussi à la population des Afro-Américains, etc. Oui. Ça, je crois que je peux vous dire oui, notamment dans la jeunesse américaine. 1. 2. Il existe un site que vous pouvez visiter, il s'appelle The Zine Education Project. Voilà, qui est une très belle histoire, c'est-à-dire que vers la fin de sa vie, Zine a eu une visite d'un gars qui est venu le voir et qui lui a dit, tu sais, j'ai été un de tes élèves, tu m'as peut-être oublié, etc. Bah, oui, enfin vas-y, et puis quoi? Il me dit, écoute, j'ai fait fortune, voilà, j'ai plein d'argent, et j'ai envie de faire un truc pour faire connaître tes idées, ton travail d'historien, etc. Et c'est ainsi qu'est né le Zine Education Project, qui fonctionne, que vous pouvez voir sur le net, c'est évidemment tout en anglais, et qui est à destination des enseignants. Les enseignants d'histoire peuvent utiliser complètement le programme du Zine Education Project en suivant le livre de Howard Zinn, ou par moment, pour certains chapitres d'histoire ou certains sujets, peuvent aller ponctuellement vérifier ce site. Donc, nous, vous voyez, il y a un moment avec Julian Hipkins, ce prof génial. Il va venir d'ailleurs à Paris pour... on l'a invité à venir parler de son enseignement dans son université, qui est près de Washington. Il est absolument génial. C'est un enseignant et qui enseigne de cette façon très physique, vous avez vu, avec des jeux de rôle comme ça. Et on a vu des gamins des gamins déjà un peu grands, terminal à peu près, vachement heureux, vachement malins, et avec en partant des idées de la conception de Zine, qui n'est pas une conception militante. Hein. Zine n'était pas militant, hein. Il était engagé, mais pas militant. Ce n'est pas du tout la même chose. Une grande nuance là. Et non, on a fait d'autres reportages dans d'autres classes qui utilisent son bouquin. Ça ne pose pas de problème particulier, à part évidemment il y a des opposants, des directeurs d'université qui interdisent, etc. Mais ça ça redonne de la force à son travail. Mais je ne peux pas vous dire quelle est l'idée, le niveau culturel des jeunes Américains par rapport à ça. Je n'ai pas les moyens de vous dire ça. Ce que j'espère.
comme vous. Oui. Oui. Oui, vous avez cité de nombreuses fois Trump. On a bien compris que c'est méchant. Et ce qui me dérange un peu, c'est que vous ne citez pas Biden ou les autres présidents démocrates, ce qui laisserait penser qu'ils sont les bons et les gentils. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez un moment où on dit ça? Non, vous n'avez pas cité les démocrates, vous avez cité uniquement les républicains. Ah oui. Ah oui, oui, peut-être qu'on aurait dû dire aussi qu'ils sont méchants. Oui, absolument. Oui, vous avez raison. C'est quand même la notion qu'on nous a inculquée en France, que les démocrates sont les gentils et que les républicains sont les méchants. C'est pas ce qu'on dit du tout, monsieur. C'est pas ce que nous disons. Et même Trump, il nous sert simplement d'agent de promotion. Il est très utile. Non, ce qui nous a beaucoup réjoui, là, mais c'est pas dans le film, c'est l'inauguration de l'intronisation, je ne sais pas comment on dit, de Mme Dani, là, à l'instant, le 1er janvier à New York. C'est quand même une cérémonie assez encourageante. Il faisait moins 10. Hein. Et surtout, nous, ce qui nous réjouit, c'est qu'on a chanté Bread and Roses au cours de cette cérémonie. Et ça, je trouve ça très encourageant, que ça se passe comme ça à New York. On a vu le jeu Bernie Sanders, tout un tas de gens qui représentent une alternative qui peut être intéressante. Oui. Si vous suivez un peu nos émissions, on a quand même été généralement très, très critiques envers les démocrates aux États-Unis. Well, d'autres questions sur l'opposition politique? C'est le monsieur qui voulait parler d'armes à nouveau. Il y a peut-être d'autres. Une petite question qui m'a échappé à l'instant. Bon. Je vais demander, le livre de Wardine a été publié dans quelle proportion à travers le monde? À travers le monde, je ne sais pas. Je sais qu'on dit en boucle qu'il a été vendu à 3 millions d'exemplaires aux États-Unis et qu'il a été traduit dans toutes les langues du monde. Alors je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais je pense des millions d'exemplaires à travers le monde. Et en France notamment, le livre a eu un grand succès. Avec, on le fera dans le 3e film, si on va faire un 3e volet, je disais tout à l'heure aux amis. On fera une rubrique pour dire tout ce dont Zino a dû parler. Parce qu'on nous suggère des trucs au fur et à mesure de ces rencontres. Mais pourquoi il n'a pas... C'est vrai, il n'y a pas un mot sur l'écologie dans son bouquin. Il a dit, mais est-ce qu'il parle de féminisme dans son histoire populaire des États-Unis? Il parle beaucoup des femmes, il y a beaucoup d'héroïnes féminines dans son... Mais enfin, un mouvement féministe, voilà. Le bouquin est sorti en 80, d'après des cours donnés auparavant, etc. On fera, c'est normal, c'est tout à fait... Cela dit, les éditions dont vous disposez aujourd'hui, il a fait des mises à jour régulières hein, de son bouquin. Mais je ne sais pas jusqu'à quelle date il est mort en 2010. Je ne sais pas jusqu'où il a fait des mises à jour. Voilà ce que je peux vous dire sur... Mais il y a des manques, hein, indéniablement. Vous ne pouvez pas faire un travail pareil sans qu'il y ait des manques. Mais il y a des choses dont il a Une petite question supplémentaire. Oui. Est-ce que vous êtes autorisé à retourner aux États-Unis? On envisage d'y retourner. Oui, on envisage d'y retourner. Vous savez, j'ai été interdit aux États-Unis en 1980. Oui, donc. Je raconte ça. Non, mais j'y suis allé souvent depuis. Mais parce que dans ma jeunesse, dans ma prime jeunesse en 1956, j'étais gamin et j'avais pris pour plaire à la voisine une carte des jeunesses communistes dans ma banlieue rouge, là où je suis né, j'ai grandi. Bon, ça a été Budapest, ma
ma sœur aînée m'a dit que c'était pas une bonne idée de garder cette carte. Et donc j'ai dit à la voisine que j'avais déchiré la carte, c'était pas vrai. Et elle m'a dit elle aussi. Donc ses parents étaient des Espagnols communistes et tout. Donc ça pourrait plus nous rapprocher idéologiquement. Idéologiquement, oui, mais c'est tout, quoi. Voilà, mon aventure avec cet engagement-là. Mais en 1980, la première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai pas pu avoir de visa sur le coup. Parce qu'ils avaient toujours 56, 1980, ils avaient la preuve que j'étais un membre du Parti communiste et que je venais, il fallait que je signe un engagement comme quoi je ne venais pas faire d'actes terroristes, ni poser des bombes. C'est à peu près ce qu'on... J'ai dit que non. J'ai dit que je n'avais pas cette intention. Non, mais c'est vrai. Oui, ils ont des très bons renseignements. Les gars, ils ont des très bons renseignements. Alors aujourd'hui, bon, on y est allé de nombreuses fois. Actuellement, je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas, on aimerait bien y retourner, c'est le moment. Hein. C'est le moment d'aller à Chicago. Hein. Vous avez vu? Il s'est replié à Chicago. Oui, 8 millions, ils sont les habitants de Chicago. Ils ont tenu le coup. Le maire de Chicago a tenu le coup et il s'est replié. Là, à Los Angeles, je sais dans quelle ville encore, il recule. Il ne faut pas croire. Il est en train de perdre, le camarade Trump. Il est en train de perdre. Parce que c'est l'America First. Il a promis aux Américains, c'est-à-dire, je m'occupe de vous, maintenant on s'occupe, et puis on va essayer de remonter le niveau de vie de ceux qui ont voté pour lui. Ben, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et il est en train de refaire, de retourner en Irak, de retourner en Afghanistan, et c'est pas sûr du tout que son électoral le suive. Enfin, on ne parle pas de ça dans le film, mais c'est un filigrane. C'est peut-être pour ça que vous dites Trump. Trump. On dit Trump. Vous dites Trump. Et je me disais, tiens, Trump. Oui. Il attire toute l'attention sur lui, mais il y a beaucoup de monde derrière, autour. Et il y a surtout ce dont nous sommes tous inquiets. Il y a des gens d'ici, des droits de l'homme, etc. La grande affaire actuellement, c'est effectivement la destruction de cette ultime digue qui est le droit, qui est déjà... Quand on s'en remet au juge, c'est qu'on a cessé de faire une démocratie entre nous, on s'en remet au juge. Mais là, on voit que la justice est mise en cause, que le droit est mis en cause. On l'a vu avec le procès Sarkozy. Hein, on l'a vu avec. Et partout, on voit la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, etc., des reculs de la force du droit. Et ça, je trouve que c'est préoccupant. Ça non plus, c'est pas dans le film, mais ça fait partie des idées qui en sont issues. C'est pas des progrès, c'est un recul. Oui, ça fait partie des 3 points, des 2 points en arrière. Non, mais c'est vrai. Non, on peut très bien déplorer. On peut très bien passer nos vies à déplorer. Voilà, on s'en fout de déplorer. On s'en fout. À quoi ça sert de déplorer? Dire c'est foutu. Ça n'a pour les enfants. Moi j'ai des petits-enfants, j'ai 6 petites filles si vous voulez savoir. J'ai pas envie que mes petites filles soient découragées par le vieux qui sait tout et qui est allé partout et qui leur dit bah, vous savez c'est foutu quoi. J'ai pas envie de leur dire ça, franchement. J'ai envie de leur dire faut vous battre, c'est le fond d'ailleurs. Ils sont pas cons les petites, hein. Faut pas croire. Elles ont du jus les petites. Et oui. Je suis assez confiant dans la suite. Pour toutes les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure sur les progrès qu'on a accomplis. Ok? Il y a une question là-bas. Bonsoir et merci beaucoup de votre présence et de cette projection. Moi j'ai une question un peu pragmatique en fait, à savoir où est-ce qu'on peut encore visionner la première partie? Oh, ça c'est pas compliqué. Vous allez sur le site des Mutins de Pangée. D'accord. Et vous pourrez voir l'excellente et géniale et modeste première partie. Vous pouvez aussi, ça on n'est pas peu fiers de ce que je vais vous dire, c'est qu'elle circule aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a fait une version américaine de la première partie, qui circule actuellement aux États-Unis, qui nous a fait un peu de sous pour faire celui-là.
Et voilà, on a fait une version, et celui-là, cette version-là, on va en faire une version américaine aussi. Et ça, on n'est pas peu fiers que deux réalisateurs qui parlent anglais un peu, moyennement, quoi, donnent des leçons aux universitaires américains. Voilà, donc vous pouvez, et on a des bons retours, hein, ils sont sympas avec nous. Et voilà, ben vous pouvez voir la première version. Merci aussi pour cette info, parce que j'aurai l'occasion de le faire circuler aussi auprès d'amis américains qui actuellement un peu subissent quand même quelques oppressions là-bas. Ouais, mais vous avez vu les grandes manifs pour No King, vous avez suivi ça? Oui, ils étaient quand même pas loin de 5 millions. Oui. Ah ouais, c'est pas mal. C'est sûr. Ben oui, non, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à tous les signes de contestation, de protestation qui émergent. C'est du courage, hein, c'est quand même du courage. Et c'était très très gai, très joyeux, hein, les No Kings. C'est des choses qui sont encourageantes. J'ai l'air un peu bonnet, hein, j'ai l'air un peu niais. Mais je crois que c'est le moment d'être un peu niais en ce moment. Ok, merci beaucoup. Et merci de continuer en fait. Merci. Ça fait du bien. Merci, c'est ok. Oui, je ne veux pas en rajouter, mais je partage, je suis aussi un optimiste, d'un optimisme déterminé, parce que aussi je constate que dans l'histoire, Mettez un peu plus de timbre, donc vous on a quand entendez même avancé, ouais, d'accord. Oui. Et je ne reprendrai pas le programme du Conseil national de la résistance et tout ce qui a été mis en place grâce à la lutte acharnée de nos anciens. Non, j'ai quand même, en même temps que je dis ça, non pas un pessimisme qui serait en train de naître, mais avoir dans toutes les manifs qu'on fait, depuis toujours, je ne dis pas depuis qu'on est né, mais pas loin, ou une salle comme ce soir, je fais offense à personne, je suis aussi dedans, on n'a pas vraiment une moyenne d'âge qui correspond à la... Attendez, il y a Justine ou tu es Justine? Oui, bravo Justine. La jeunesse, Ouais, c'est ça, c'est Oui. le communisme et la jeunesse du monde. Et non, moi je suis convaincu que l'histoire n'est pas finie, contrairement à ce qu'on nous a non, on enseigné. n'y peut rien, elle n'est pas finie, quoi. On le veut. Et tant que la lutte de classe sera menée par des gens qui luttent et qui résistent, il faut garder évidemment cette Si vous conviction. voulez, ouais, il faut remonter, si vous voulez, au Front populaire. Hein. C'est notre grande référence, le Front populaire en 1936. Pour comprendre le Front populaire, il faut regarder les manifestations du 14 juillet 1935. Il y a d'immenses manifestations partout, en France en tout cas à Paris. Et c'était des grandes manifs de syndicats, d'associations de toutes sortes, de groupements, de citoyens, de théâtreux, de tout ce que vous pouvez imaginer. Les grands partis, le Parti communiste, socialiste et les radicaux, ils n'étaient pas tellement dans l'affaire, ils suivaient, quoi. Okay, c'est ce populo-là qui a été le levain du Front populaire et qui les a élus, qui les a mis au pouvoir comme ça. Ils se sont retrouvés au pouvoir, les trois. Ok. Une fois qu'on les a mis au pouvoir, que cette population, ce peuple, appelez ça comme vous voulez, les a mis au pouvoir, ils ont dit bon, maintenant vous êtes au pouvoir. Nous, on ne retourne pas bosser. Voilà. On occupe les usines, on occupe ci, ça. Vous ne pouvez pas nous tirer dessus, on vient de vous mettre au pouvoir. Vous allez envoyer nous. Vous ne pouvez pas nous tirer dessus. Donc on ne bouge pas, on veut des congés payés, on veut ci, on veut ça, etc. C'est le peuple qui a fait le Front populaire, ce n'est pas les trois partis. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous regardez en permanence Glucksmann, Méluche, Ruffin, etc., vous n'y arriverez pas. C'est nous qui devons leur faire quelque chose. Et c'est ce nous qui, peut-être, pose problème aujourd'hui. C'est ce nous à travers des syndicats qui sont affaiblis, c'est ce nous qui cherche à s'organiser, à exister, etc. Mais enfin, quand vous voyez une salle comme ça, on dit, bon, on est en train de faire du nous. Il faut faire gaffe à ça. Regardez, nos deux héroïnes, ce que j'adore dans ce film, j'adore tout, bien sûr, mais c'est les deux dames du petit musée de Scottsboro.
Il y en a une des deux qui est morte, je ne sais plus laquelle. J'ai un amour fou pour ces deux femmes. Et c'est ça le vrai sel de la terre, c'est ces femmes-là. Qui résistent, elles sont deux. Elles résistent contre vent et marée avec des gens qui dans le coin ne sont pas très... aimeraient bien interpréter cette mémoire-là, dont ils sont quand même... c'est pas fini en Alabama, hein, ces histoires-là. Elles tiennent le coup, elles sont têtues, elles tiennent à leur truc. Et je trouve, et ça, on a ça partout ici. On a ça partout ici. Vous voyez, ces petites luttes, ces gens qui recousent les filets, là. Et ça, vous avez ça partout. Vous avez ça à l'hôpital à côté, vous avez ça, vous avez un prof, vous avez quelqu'un, vous avez ça partout. Vous avez même des journalistes, ça existe, qui recousent aussi le truc. Et je crois que c'est ça qui compte. Alors c'est ça qui doit effectivement se développer, exister. Et je ne vois pas qu'on soit si éloigné des résultats. Il y a aussi des trucs qui sont encourageants. Quand vous voyez l'extraordinaire connerie d'un gars comme Bardella, c'est quand même encourageant. Pour l'instant, il a la cote, il plaît à tout. Mais c'est Forrest Gump, c'est vraiment un crétin. Enfin, imaginez la rencontre finale entre Mélenchon et Bardella. Moi, j'attends. Vous regardez pas avec quoi on rigole? On fait rigoler tout un public, il suffit que ça se rapproche non, ça serait poilant. Alors, on aurait vraiment le sketch de l'année. Je ne suis pas je prends bien de pessimiste ce soir. Pas hier. Oui, je finis. Oui. Là-dessus. Lundi soir, on était quelques dizaines sur la place de Liberté à Toulon. Dans ma jeunesse, entre guillemets, alors que ce soit pour le Vietnam. C'était mieux avant. Non, pas du tout. Non. C'était mieux avant, c'est trop tard, c'est con. Non, c'est pas c'était mieux avant, ça sera mieux demain. Et donc, non, ce que je constate, c'est qu'on était des milliers dans les rues pour soutenir le peuple vietnamien. En 1973, on était dans les rues contre le coup d'État au Chili. Et là, il y a un truc, fais gaffe, c'est un truc. Les jeunes. Fais gaffe, oui, mais les jeunes, c'est la génération Gaza. On a fait, entre le 7 octobre 23 et le mois de juin dernier, là-bas, CJC a fait 70 émissions sur la question. Une question qu'on connaît bien parce qu'on a commencé à faire des reportages en Israël et à Gaza en 1992. On y est allé souvent. Et je ne dis pas quoi, je ne fais pas l'expert, mais c'est un sujet auquel on est attaché. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois? C'est que vous avez une génération Gaza, comme la génération Vietnam, qui est en train de se constituer en France et à travers le monde, et notamment aux États-Unis. Vous avez une génération Gaza qui arrive, et qui part, comme pour la génération Vietnam, d'une indignation morale. C'est-à-dire que les gamins, les gamines, mes petites filles, par exemple, ont vu ces images de Gaza avec des mères, des bouts de gosses ensanglantés, etc. Ces images, elles sont circulées. Ça commence par une indignation morale, par des gens qui n'ont pas de culture politique, de vieux malins, qui ont fait tellement de choses dans leur vie. Ça commence comme ça, et peu à peu, ça progresse, et peu à peu, ça étoffe, et peu à peu, ça comprend. Ça comprend qu'en Espagne, on soutient la Palestine, qu'en Irlande, on soutient la Palestine, qu'aux États-Unis, de plus en plus, les Juifs américains soutiennent la Palestine, que ça balance qu'il y a un Sud, hein, on parle du Sud global, que 80% de la planète soutient la Palestine. Les mômes, ils sont soutenus par ça. Et c'est exact, je vous parie que ça fera la même chose que nous, la génération Vietnam. Ça fera la même chose. Et c'est en train de s'installer. Je pense que, je ne suis pas historien du tout, mais je pense qu'au début de la montée de cette génération Vietnam, dans les années 60, 65, 66, quand ça montait aux États-Unis, il devait y avoir le même scepticisme. Les gars c'était mieux avant. C'était mieux au moment des marches pour les droits civiques, par exemple. Ils disaient, mais le vote Vietnam. Je pense que, et vous vous rendez compte ce que ça a donné. Hein, ça a donné tout ce mouvement, ça a donné les 68, ça a donné toute une culture nouvelle, très con à bien des égards, mais aussi très positive à bien des égards. Ça a donné le féminisme, ça a donné l'écologie, etc. Et je ne sais pas ce que donnera la génération Gaza,
mais elle est là, elle est ancrée, elle est profonde et elle est mondiale. Et ça, les genoux sont très... d'autant plus qu'ils ont été, au début de ces manifestations, souvenez-vous des manifestations à Sciences Po, où les jeunes de Sciences Po essayaient de parler de leur soutien à la cause palestinienne, tout simplement, qui est traité d'antisémite à tour de bras. Et je pense que, voilà, comment dire, je pense qu'il faut toujours avoir les bottes près du lit pour sauter dedans quand le cheval passe. Voilà. Rapprochez vos bottes et votre lit. Ok? On reste là-dessus. Merci à tous. Et on vous rappelle que le film sort en salle le 28 janvier, donc si jamais vous souhaitez faire découvrir ce film à des personnes autour de vous, n'hésitez pas par le bouche à oreille d'aller voir ce film. Il sort en salle très bientôt. Et encore merci à toutes et à tous d'être venus. Encore merci Daniel et les associations partenaires de la soirée. Merci. Merci à tous et toutes.